Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Comme chaque semaine, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Alors on va parler de justice, de SDF, de STIB et de commémoration. Et pour cela, et pour analyser tout cela, pour commenter tout cela, deux invités politiques et 4 experts. Le premier expert est aux commandes de Jour Première tous les jours à 8h sur BX1 et sur La Première. Bonjour François Heureux. Bonjour Jean-Jacques, bonjour tout le monde. Aux manettes du site d'info régional Vivre ici, Aurore Pénois. Bonjour. Bonjour. À la manœuvre quand il s'agit de communication, bonjour Christophe Ginisti. Bonjour Jean-Jacques. Et à la barre des infos bruxelloises de la capitale, bonjour Pauline de Glume. Bonjour Jean-Jacques. Alors on commence par ces commémorations du 22 mars, avec des Bruxellois qui craignent toujours les transports et les lieux publics, des victimes toujours en demande de reconnaissance et de respect, un gouvernement fédéral aux avant-postes, des cérémonies plutôt sobres, c'était jeudi. Reportage Marie-Noël Dinan et Frédéric Dehédo. Le 22 mars 2016, une jeune fille de 17 ans perd ses 2 jambes dans l'attentat de l'aéroport. Ce matin, dans le hall des départs, Béatrice se met debout avant de prendre la parole. Did I cry? Yes. Did I think my life was over? Yes. I lost myself in a very dark tunnel. But I realized that this was all useless. We can't change or fix what happened, but we can choose to move on. J'avais envie de montrer au monde que que tout est possible, même dans les pires des situations. Dans son discours, la jeune femme évoque la solidarité entre victimes, l'importance des secouristes, des policiers, des médecins pour se reconstruire, sans oublier ses proches. Mom, Dad, thank you for the bottom of my heart. Day in and day out, you have showed me what it's like to never give up. J'ai envie d'être survivante et d'arriver à faire quelque chose de grand dans ma vie. Faire ce que vous voulez, c'est quoi aujourd'hui, maintenant? Pour l'instant, c'est d'aller à l'université, ce que je vais faire en septembre, et aller aux Paralympiques et juste profiter de la vie. Remember that we are not victims. We have a chance to show the world that we are all survivors. Thank you very much. Alors François Heureux, donc 2 ans après, on n'a pas oublié, ces victimes-là, elles l'ont toujours dans leur chair. Et vous, comment vous l'avez vécu? Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé dans ces commémorations, dans ces 2 ans après le 22 mars. La première chose, c'est la résilience, évidemment. Hein. Ces gens qui, malgré ce qu'ils ont vécu, et ni vous, ni moi, ni personne autour de cette table ne peut imaginer ce qu'ils ont vécu. Et même en les entendant raconter le plus précisément possible, parfois, les événements, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas se mettre à leur place. Et pourtant, malgré cet enfer, cette forme d'enfer qu'ils ont vécu, parviennent à revivre tant bien que mal. Alors c'est vrai que c'est pas le cas de tous. Hein. Ceux qu'on voit dans les médias, c'est ceux qui parviennent à sortir la tête hors de l'eau. Je pense qu'il y en a encore certains qui, eux, sont par contre cloîtrés, parviennent pas à reprendre une vie plus ou moins normale, mais il y en a qui y parviennent, et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a impressionné. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau des officiels du gouvernement fédéral, des représentants de l'État belge, pour que certaines victimes, encore aujourd'hui, 2 ans après, aient encore autant de colère en eux. Il y a Walter Benjamin qu'on a longuement entendu, mais il y en a d'autres aussi qui sont encore pleins du manque d'empathie, du cordon qu'il pouvait y avoir entre les représentants du gouvernement fédéral et les victimes à l'aéroport, du fait que personne ne soit venu, ne fût-ce que les voir quand ils étaient à l'hôpital ou après. Enfin, il y a eu une erreur. Est-ce que le gouvernement fédéral devait passer dans toutes les chambres de tous les blessés après le 22 mars? Peut-être pas. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est loupé. On a loupé quelque chose entre le gouvernement, entre les représentants de l'État et les victimes. Je trouve que c'est une erreur, une faillite qui est vraiment qui est dommage. 2 ans après encore. Oui, je rejoins exactement ce que François dit. Et surtout, on est 2 ans après. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce discours et de ces victimes qui se sentaient déjà abandonnées il y a exactement 1 an. 1 an plus tard, rien n'a réellement changé et elles remettent à nouveau en avant les mêmes choses. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour l'année prochaine, finalement? Christophe Ginisti. La commémoration, c'est un acte de communication qui est fort. Mais il faut aussi dire des choses sur le futur. Il faut dire des choses, il faut apporter. Il ne faut pas simplement regarder dans le rétroviseur. Et ce que j'ai vu de ces actes, de ces commémorations, ce sont des choses qui
Et finalement, on était assez statique. On avait l'impression de voir exactement les mêmes images que celles de l'année dernière. On avait absolument l'impression de voir une image figée, une histoire qui n'avance pas, une histoire qui reste sur place. Et ça rejoint un peu ce que disaient Aurore et François. On n'a pas l'impression d'un mouvement, on n'a pas l'impression d'une évolution, on n'a pas l'impression de quelque chose qui a véritablement avancé avec les leçons qu'on aurait pu en tirer. C'est difficile de s'en sortir. Pauline de Glum. Oui, c'est peut-être parce que ça n'a pas beaucoup avancé que moi, j'avais pas trop envie de me replonger de manière intense dans tout ça. Maintenant, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas d'intérêt à refaire toute cette série de témoignages, parce qu'en effet, il y en a eu plusieurs qui ont évoqué toujours les mêmes difficultés à être reconnus par l'État, à obtenir parfois des aides, même financières, alors qu'ils sont certains toujours à l'hôpital depuis 2 ans. Et c'est vrai que c'est étrange cette manque de reconnaissance, parce que c'est l'une des victimes qui l'expliquait, c'est au travers des attentats, c'est bel et bien l'État qu'on a visé, c'est pas ces gens-là qui se trouvaient juste par hasard. Donc cette reconnaissance aurait dû être beaucoup plus rapide et les aides immédiates. Et là, il y a pourtant plusieurs témoignages qui font état de gens qui disent qu'ils doivent remplir des papiers, qui sont débordés et dépassés par les démarches administratives. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos 2 invités politiques. Il négociera en 2014. À la hauteur de la table. Alors aujourd'hui, nous avons invité Jacques Brotchi, qui est député bruxellois et maire, et qui est sénateur, et qui poussera la liste des maires à Uccle, et Ridouane Chahid, député bruxellois PS, bonjour, et qui est échevin à Evere, lui, pour sa part. Et je vais vous demander à tous les deux, d'abord vous aussi, est-ce que vous avez l'impression que 2 ans après, on a rejoué le même spectacle des commémorations d'il y a 1 an, et est-ce qu'il y a moyen d'envisager d'autres choses pour les années à venir? Ridouane Chahid d'abord, peut-être. Écoutez, moi je pense que, comme l'a dit François Heureux, on n'est pas à la place des victimes, on ne sait pas ce qu'ils ressentent et on est dans une situation un peu délicate, et je pense qu'on aurait dû prévoir depuis le début une loi d'exception pour faire des victimes, pour leur permettre d'avoir un statut spécifique et de ne pas les laisser dans l'angoisse, dans la colère, dans l'amertume. On n'est pas à leur place. Et je peux comprendre qu'ils puissent se sentir abandonnés. Et je pense que c'est vrai que 2 ans se sont écoulés. Je pense que ce n'est pas perdu. Je pense que le gouvernement fédéral peut encore rattraper les choses et qu'il peut encore renouer ce lien avec les victimes. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de débat majorité-opposition dans ce genre d'affaires. Je pense qu'ici, on doit vraiment être unis dans ce genre de choses, d'abord pour montrer à ceux qui ont commis ces actes horribles qu'ils ne peuvent pas nous diviser, quels que soient les partis, et puis pour montrer aussi aux victimes tout notre soutien, quel que soit le parti politique. Jacques Brotchi, est-ce que vous êtes sur la même longueur? En ce qui me concerne, je dirais qu'il y a 2 aspects. Il y a forcément tout le côté psychologique, dramatique. Nous avons vu l'émotion de la jeune femme qui vient de s'exprimer il y a quelques minutes sur votre antenne. Et il y a le côté de l'indemnisation, puisque la vie a été brisée et que malgré tout, il y a nécessité d'une compensation financière qui ne rendra jamais les jambes à celles et à ceux qui les ont perdues, mais dont ils ont absolument besoin pour pouvoir se réinsérer dans la vie normale, et parce qu'ils ont des frais que nous n'avons pas, etc. Donc je pense que c'est important. Mais je crois que nous avons vécu avec ces attentats une période... c'est un cataclysme qui s'est abattu sur nos têtes. Je pense que nous étions tous pétrifiés. Je me souviens personnellement de ce que j'ai ressenti. J'étais en pleine séance de la commission environnement du Parlement bruxellois quand j'ai appris l'attentat à Malbec. J'ignorais celui de Zaventem à ce moment-là. Et il est vrai qu'on a été glacé, et je peux comprendre que les autorités ont eu comme premier réflexe, en tout cas, de sécuriser. Je crois que c'était le plus important à ce moment-là, c'était la sécurité. Mais est-ce que humainement, est-ce qu'on aurait dû agir différemment? C'est ça un peu la question. Alors il y a évidemment, c'est difficile, c'est délicat. Je pense, et par exemple, parce que vous avez cité juste avant que je n'entre sur le plateau le nom de M. Walter Benjamin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, en ce qui le concerne lui, mais ça n'a pas été le cas évidemment de toutes les victimes, mais lui a reçu
dans sa chambre d'hôpital la visite de Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine, qui ont appris parce que je pense qu'il avait été médiatisé et que par conséquent ils ont pu l'identifier, le localiser. Mais d'un autre côté, sur le plan des médecins, nous sommes tenus, et moi je peux maintenant parler en tant que médecin, pas politicien, mais en tant que médecin, nous sommes tenus à un devoir de réserve, un devoir de discrétion, et nous ne pouvons pas évidemment afficher un catalogue de qui est hospitalisé et pourquoi. Alors c'est une situation délicate, mais je comprends très très bien cette détresse. Mais le message que je voudrais faire passer, parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore des personnes hospitalisées qui sont dans cette détresse, eh bien, qu'elles s'expriment, qu'elles transmettent un peu un message autour d'elles, aux infirmières, aux médecins. À ce moment-là, je suis certain que si, de la part d'un médecin, un message remonte jusqu'au niveau ministériel, il n'y aura aucune difficulté. Mais je vois mal les ministres demander dans tel et tel hôpital, est-ce que vous avez pas forcer la porte, c'est ça que vous voulez dire. François Heureux. Ça dit, vous parlez de Walter Benjamin qui a rencontré le couple royal. Alors, dans son bouquin, il explique que c'est quand même un coup de bol, entre guillemets, qu'il y a un ami qui mange des gaufres à Knock chez Siska, c'est bien connu, qui voit le couple royal, qui appelle Walter Benjamin, qui dit il y a le couple royal qui est là, est-ce que tu veux leur parler? Enfin bon, bref, c'est comme ça que ça s'est passé. Et finalement, ils lui ont au téléphone et ils sont venus quelques jours après. Ce que Walter Benjamin a dit, c'est que ça fait 2 ans qu'il écrit au Premier ministre, qui lui demande d'être reçu pour lui dire, et après le Premier ministre fait ce qu'il en veut, mais pour lui dire ce qu'il ressent, son avis sur ce qu'il faut faire peut-être après les attentats. Et il dit, ça fait 2 ans que j'envoie des mails, ça fait 2 ans que j'essaye de rencontrer le Premier ministre, et je n'ai pas de réponse, et je ne l'ai toujours pas rencontré. Est-ce que là, on n'a pas loupé quelque chose? Je reviens à ce que je disais au début. Sur le plan du symbole, de l'image, de l'affectif, de l'empathie, est-ce que le Premier ministre ne peut pas prendre une petite heure dans son agenda pour rencontrer quelqu'un, une victime d'un attentat qui nous a tous plongés dans l'effroi, vous le disiez, pour rencontrer quelqu'un? Voilà. Attendez, Européenois va rajouter un petit mot et après... À nouveau, vous dites, ben voilà, c'est aux victimes à dire, on est là. Non, je pense pas. Les médias ont une facilité déconcertante à trouver ces gens qu'on a trouvés il y a 1 an ou qu'on a encore trouvés récemment. Ça fait déjà un moment qu'elles sont là et qu'elles expriment et qu'il y a ce besoin. On ne les a pas découverts juste là il y a début de semaine. Et on sait qu'elles sont là, les gens savent qu'elles sont là. Je pense qu'à un moment, c'est à la même idée. Il y a eu des mails et des courriers qui ont été inchangés. Il n'y a pas besoin d'avoir une armée de caméras qui accompagne un ministre ou l'autre. C'est un geste, je pense, à la fois citoyen et humain. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le baratin politique derrière. Et là, j'ai l'impression, bah oui, elle devrait peut-être crier un peu plus fort. Mais où et comment? Donc voilà, je pense que c'est plus de l'humain de se dire à un moment, on est 2 ans après. Ça fait 2 ans que ces victimes expliquent qu'elles ne voient personne. Peut-être pour remettre aussi un élément, c'est les associations parfois qui aident toutes ces victimes. Elles ont parfois des messages qui ne vont pas toutes dans le même sens. Et il y en a qui disent on veut voir les politiques et d'autres qui disent on ne veut pas voir les politiques. Donc c'est pas toujours facile. Dire justement qu'à ce niveau-là, le Premier ministre a reçu des associations. Mais encore une fois, il est évident que si on voulait vraiment tout faire et bien faire, il faudrait voir tout le monde. Parce que ce serait fort délicat de dire on va voir quelques personnes et puis les autres vont dire et nous, et moi, je suis moins malheureux. Pourquoi Donc, je pense que le fait que le Premier ministre reçoive et soit en dialogue avec les associations, c'est important. S'il ne l'était pas, alors je condamnerais ou alors j'interviendrais et je demanderais. Mais je sais qu'il est en relation avec les associations. Mais rien n'empêche d'aller plus loin et je pense que ce que nous venons de vivre maintenant va vraisemblablement enclencher une réaction positive dans le sens que demande un certain nombre de victimes. Vous voulez ajouter quelque chose, Ridwan Chahi? Je veux juste dire que pour moi, il n'y a pas de... Et encore une fois, je ne veux pas créer la polémique dans ce genre de dossier, mais pour moi, il doit y avoir un contact entre le politique et les victimes. Parce que le politique, il est là pour représenter les citoyens, pour représenter tout le monde, et les gens ont besoin parfois de rencontrer l'homme politique pour lui dire ce qu'ils ressentent. Ils vont peut-être le dire à travers une infirmière, à travers un médecin, mais quand ils ont en face d'eux l'élu, celui qui représente l'État, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, ils ont ce symbole, ils ont l'impression d'avoir été écoutés par le sommet de l'État. Alors, je pense que je vais aller un peu plus loin. Moi, je pense qu'il faut pouvoir instaurer une rencontre officielle, 1 fois par an, entre les victimes et les autorités politiques. Après, que les victimes décident de venir ou de ne pas venir, c'est leur choix. Mais il y en a qui en ont besoin.
qui ont besoin de parler, qui ont besoin de se sentir écoutées par l'État parce qu'elles ont subi un dommage important alors qu'elles n'ont rien demandé. Voilà. Christophe Génisty. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il ne faut pas instaurer quelque chose. C'est du bon sens, c'est de l'humain, etc. Non, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'une des difficultés, c'est qu'on concentre l'ensemble de l'attention sur des dates anniversaires. Et ça, les dates anniversaires, on essaye de se donner bonne conscience, finalement, pendant ces moments-là, qui ne durent que 24 heures. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait quand même 2 ans. Et qu'en 2 ans, il y a eu du temps. Il ne faut pas se concentrer sur ces moments de médias, de moments de communication qui sont infiniment trompeurs. Ben voilà, nous on est déjà quelques jours après le 22 mars, on a quand même continué à en parler. On en reparlera. Mais nous ne sommes pas trompeurs. Voilà, on en reparlera l'année prochaine ou peut-être quand même avant. Je voudrais parler de justice aussi, on n'est pas très très loin évidemment, mais là, avocats, magistrats, greffiers, appel à l'aide. C'était mardi, reportage de Michel Gaillère et Thierry Duboquet. Ils se sont donné rendez-vous devant le palais. 500 magistrats, avocats ou membres de la société civile dénoncent les conséquences concrètes du sous-financement de la justice. La justice n'est pas qu'une affaire de comptabilité. La justice est aussi une affaire de capacité pour les gens d'avoir le temps de faire des décisions de façon approfondie, de manière indépendante et impartiale. C'est pas si simple à faire que ça. Et ça ne se juge pas uniquement en termes de numéros de dossiers, de comptabilité de dossiers. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous montrer mon GSM. Et il ne dit pas toujours qu'il est attribué à moi, il dit parfois qu'il n'est pas attribué. C'est la surprise du ministère. Aujourd'hui, je ne conseillerais plus à quelqu'un de devenir avocat. Et pourtant, ils adorent leur métier. Ce rassemblement n'est pas le premier. Ils espèrent qu'enfin, le gouvernement les entendra. Si demain, il n'y a plus de justice qui fonctionne, monsieur et madame tout le monde se feront justice à eux-mêmes. On voit ce que ça peut donner. Si demain, vous êtes confronté à une administration qui est aveugle et que vous ne pouvez pas vous adresser à un juge, on voit ce que ça peut donner. Si on n'est pas équipé demain pour faire des enquêtes politico-financières dans certains dossiers délicats, on voit ce que ça peut donner. L'état de la justice, il le subit tous les jours. Luc Hénard, le grognon président du tribunal de première instance, se désole dans les salles délabrées et ne croit plus en l'utilité de simples rassemblements. Ce qui me concerne, je crois que la coupe est à ce point pleine qu'il faut arrêter de se lamenter. C'est quoi, la grève des magistrats, le refus d'organiser certains procès? Mais bien sûr. On estime qu'il faudrait entre 300 et 800 millions d'euros, rien que pour restaurer le palais de justice de Bruxelles, plus vaste que la basilique Saint-Pierre de Rome, un poste parmi de nombreux autres dans le fonctionnement rouillé de notre justice. Jacques Brocchi, une grève des magistrats, est-ce qu'on peut y penser un jour? Ils ont l'air vraiment remontés. C'est pas la première fois qu'ils manifestent leur désespoir. Je pense que le droit de grève existe pour tout le monde. Et en tant qu'OMR, je dirais que s'il y a droit de grève, je demanderai l'instauration du service minimum, évidemment. Cela va de soi. Oui. Cela va de soi. Oui. Mais je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas grève. Mais d'un autre côté, il faut quand même remettre, je dirais, puisqu'on a parlé de Saint-Pierre, de l'église au milieu du village. Parce que d'après, je ne suis pas un spécialiste du domaine, donc je me demandais qu'on m'informe un peu, et apparemment, je dirais, la situation n'est pas aussi dramatique, en tout cas financièrement, que ce que l'on peut entendre. Par contre, si nous avons dans la rue des avocats, des magistrats qui manifestent, c'est qu'il doit y avoir un problème. Et je pense que l'essentiel, évidemment, dans une situation comme cela, est que le ministre de la Justice les reçoive, les rencontre et voit avec eux quelles solutions apporter. Moi, je suis toujours pour la concertation et pas pour l'affrontement. Ridouane Chahid. Il faut peut-être déjà rappeler que c'est la deuxième manifestation et qu'ils avaient déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas contents il y a 3 ans avec un cahier des charges assez précis. Ils étaient déjà pas contents des gouvernements précédents. Il y a 3 ans. Juste aussi. Oui, même avant. Même avant. Et donc il y a. Le gouvernement PS, c'est ça. Par exemple. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Mais je peux vous donner des chiffres puisque je me suis permis d'aller rechercher des chiffres du temps aussi où Mme Onkelinx était ministre de la Justice puisque je travaillais pour elle à ce moment-là. J'ai retrouvé mes dossiers et donc les chiffres sont clairs. Aujourd'hui. Et c'est Vincent Mac qui me l'a dit, qui est procureur du roi à Namur. Il manque 800 personnes dans les greffes, il manque plus de 160 juges, il manque 102 substituts. Ça, c'est la réalité des chiffres. Ce n'est pas des slogans politiques, c'est des cadres qui ne sont pas remplis. Ils le disent eux-mêmes, la justice est malade, la justice est à l'agonie, on est dans une situation où on ne peut plus redonner confiance
aux citoyens et que si aujourd'hui la justice qui a un pouvoir régalien ne peut pas assurer l'état de droit, alors on a un sérieux problème. Ça, c'est une réalité. Alors, si je peux vous donner quelques chiffres que je me suis permis d'aller rechercher. Et donc, sur la période 2003-2007, là où Mme Onkelinck était ministre de la Justice, on a augmenté les budgets de plus de 38%. On a engagé plus de 110 magistrats, 13 juges spécialisés en terrorisme, 150 agents pour le corps de sécurité. Évidemment, en 2015 et en 2016, le gouvernement actuel a raboté, pour des raisons d'économie, de plus de 25% les budgets du SPF Justice. Voilà. Ça, ce sont des chiffres qui parlent. Et Jacques Brocchi dit non. Non, parce que ce n'est pas pour des raisons d'économie. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu la réforme de l'État, la réforme de la Constitution, et qu'à ce moment-là, il y a eu un transfert de maisons de justice du fédéral vers les communautés. Non, ici, je parle de compétences qui sont proprement fédérales. Donc, je ne parle pas des compétences qui ont été transférées à la communauté française. En termes de budget, il y a eu effectivement une diminution, j'ai des chiffres aussi, mais il y a eu une diminution je dirais en 2015 et 2016 par rapport à 2014, et puis 2017-2018, de nouveau une augmentation. Et il y a une augmentation permanente. Mais au-delà des chiffres, messieurs, parce que la question est plus maintenant de se dire, est-ce que la justice ne se plaint pas tout simplement de ne pas être bien considérée, on va utiliser les mêmes termes que pour les victimes, par le politique? Si je peux intervenir là. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais on attire mon attention. On m'attire mon attention sur le fait qu'à l'heure actuelle, il y aurait quand même une difficulté au niveau du recrutement. C'est quelque chose qu'on peut connaître, que personnellement, je ne peux pas faire de parallélisme, mais enfin, sur le plan médical, on sait très bien qu'il y a une pénurie de médecins généralistes dans certaines régions du pays, etc. Et c'est aussi parce que on n'a pas assez de médecins qui veulent aller là où il faudrait aller, et on n'a pas non plus formé suffisamment de médecins généralistes du côté francophone. Apparemment, ici, c'est un petit peu quelque chose d'un peu semblable. D'après ce que j'ai ici, eh bien, il y aurait les examens de la branche francophone du Conseil supérieur de la justice seraient, je dis bien seraient parce que je ne l'ai pas passé, seraient excessivement durs, et les taux de réussite se situeraient aux alentours de 8 à 9% seulement, ce qui veut dire qu'il y a une difficulté, et donc je suis d'accord qu'il y a un manque, mais il faut voir si le manque n'est pas dû aussi à un manque de candidats. On en est à ne plus payer des factures dans les palais de justice. Il y a des experts qui ne viennent plus travailler parce qu'avant, on les payait 3 mois plus tard. Maintenant, on ne les paye plus du tout. Donc ça, c'est une réalité. Je pense qu'il y a même des façons, le fonctionnement de la justice en tant que tel n'est pas assuré, parce que les moyens n'y sont pas. Donc il faut trouver des moyens supplémentaires, c'est ça que vous dites. François Heureux. Juste faire réagir Jacques Brocchi à la sortie de Georges-Louis Boucher, qui était quand même assez amusante cette semaine, et qui dit que Luc Hénard, qu'on a vu dans le sujet, et Manuel Acadélie sont des porte-parole du Parti Socialiste, et donc en gros, le mouvement qu'on connaît aujourd'hui dans la justice est un peu ce qu'on appelle, quand la GTB sont dans la rue, c'est une grève politique. Et ici, c'est un mouvement politique aussi contre le gouvernement MRNV. Qu'est-ce que vous répondez Enfin, vous êtes d'accord avec Georges-Louis Boucher quand il a cette analyse-là de... Est-ce que c'est téléguidé par le PS? Je fais confiance à Georges-Louis Boucher, qui est avocat et qui, par conséquent, connaît mieux que moi le milieu de la magistrature et le milieu du droit. Moi, je peux m'exprimer. Si on se rendrait compte de l'état de la justice. Moi, je peux m'exprimer sur le domaine de compétence qui est le mien, c'est de l'éventuelle politisation de certaines personnes dans le milieu médical. Mais je ne porterai pas de jugement sur un milieu qui n'est pas le mien. Qui est le premier président de la Cour de cassation, a dit la politique menée par le gouvernement fédéral aujourd'hui mène à l'assèchement de la fonction publique dans ce pouvoir régalien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la Cour de cassation qui il n'est pas PS, c'est ça que vous voulez dire, à la différence des deux autres cités juste avant. Alors on va passer à vos têtes d'affiche, c'est notre rubrique hebdomadaire où je vous propose, chers invités politiques, une galerie de portraits, 4 portraits, gens qui ont marqué la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire, en bien ou en mal, et on va commencer par vous, Ridouane Chahid. La première personne, c'est Claire Laffut, nouvelle chanteuse bruxelloise qui fait sensation. Le Prince Laurent, nécessiteux à la dotation rabotée. Ou encore Pascal Peretta, nécessiteuse, qui demande 290 000 € au SAMU social. Ou la capitaine Dominique Monami, évincée de l'équipe de tennis féminine. Alors, Claire Laffut, le Prince Laurent, Pascal Peretta ou Dominique Monami, qui choisissez-vous? C'est très féminin, hein, cette fois-ci. Ouais. Alors je vais prendre le Prince Laurent, puisque c'est très féminin. Oui, et alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur le Prince Laurent?
Bah rien, j'ai envie de dire que c'est un peu un vaudeville. Il est dans la provocation permanente par rapport au gouvernement fédéral. Et je pense que commencer à assurer des séances du Parlement fédéral je sais pas, pour lui raboter sa dotation, c'est un peu pathétique, j'ai envie de dire. Voilà, donc voilà. Très bien. Jacques Brocchi, quel est votre choix? Avez-vous parler de la princesse Elisabeth qui va aller étudier au Pays de Galles, le cinéaste Ken Loach qui sera bientôt docteur honoris causa à l'ULB, l'ancien président Nicolas Sarkozy inculpé, ou encore Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui s'excuse de nous espionner. Alors qui choisissez-vous, la princesse Elisabeth, Ken Loach, Nicolas Sarkozy ou Mark Zuckerberg? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais je vais choisir Ken Loach. Oui. Je vais choisir Ken Loach. Oui, je vois que je vous surprends, mais je vais... Non. Je pense qu'il est beaucoup plus important que j'exprime ce que je vais dire au sujet de Ken Loach qu'un éventuel commentaire sur Nicolas Sarkozy. En fait, je suis scandalisé, et je pèse bien mes mots, je suis scandalisé par le fait que Ken Loach va recevoir d'ici un mois les insignes de docteur honoris causa de l'ULB. Quand nous allons sur Internet et que nous voyons son parcours, et que nous voyons que si son parcours en tant que cinéaste est remarquable, à côté de cela, il y a une facette de Ken Loach que je ne peux pas accepter, c'est son soutien inconditionnel à BDS. À BDS, son soutien inconditionnel à des organisations qui militent contre, je dirais, l'État d'Israël, et il va même beaucoup plus loin, parce qu'il a des propos qui sont, je dirais, quasi antisémites. Alors moi, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Et je l'ai dit tout à l'heure que j'étais pour la concertation. De la même manière ici, puisqu'on parle de ce sujet et que je dis pourquoi je ne peux pas accepter que quelqu'un qui défend BDS reçoive un doctorat honoris causa, j'aurais préféré que quelqu'un qui dit et qui critique l'État d'Israël et qui n'est pas d'accord avec la politique de l'État d'Israël reçoive des docteurs honoris causa parce qu'il œuvre pour une concertation pour rétablir des ponts avec, par exemple, entre des scientifiques israéliens et des scientifiques palestiniens, faire en sorte qu'il y ait... Ce n'est pas le boycott qui va amener... Le boycott n'est pas la manière de résoudre les problèmes. Mais c'est à l'ULB, ça va se passer à l'ULB. D'habitude, vous assistez, vous, à ce genre je n'irai pas. Je dis très sincèrement, et je préviendrai le recteur très officiellement des raisons de mon absence, qui ne sera pas une absence pour raison de maladie ou autre, qui sera une absence parfaitement explicitée et qui fera que je ne serai pas présent. Parce que je ne peux pas supporter que ce monsieur Ken Loach reçoive les insignes de docteur honoris causa de l'université dans laquelle j'ai travaillé de nombreuses années. Début de polémique, Jean-Jacques. Oui. On demandera l'avis de Ken Loach et du recteur. Et du recteur de l'ULB, surtout. Oui. Mais on ne va pas l'appeler tout de suite, on va le laisser un peu de temps pour réfléchir à Vous comprenez pourquoi j'ai préféré Ken Loach à Nicolas Sarkozy. Oui, là on a compris. Vous aviez clairement quelque chose à dire en la matière. Alors, vous savez, on travaille avec Transparencia et Cumuléo et on pose des questions sur la transparence dans les communes notamment. Donc, Ridouane Chahid, j'ai une question pour vous, soufflée par les gens de Transparencia. Lors de la dernière enquête qu'ils ont faite sur la transparence des rémunérations et des mandats, la commune des Verts était une des lanternes rouges, même si il y a des choses qui ont été mises en ligne depuis lors, maintenant, sur les mandats dérivés, mais il n'y a toujours pas les rémunérations des mandats dérivés désignés par la commune, publication qui est pourtant obligatoire depuis 12 ans. Est-ce que vous pouvez assurer que ça va être fait, Ridouane Chahid? Ce qui m'étonne toujours, c'est un peu l'amateurisme de la part de Cumuléo et Transparencia, puisque la plupart des gens qui sont désignés par le conseil communal pour siéger à Sibelga, à Vivaquois ou autres, leur rémunération se trouve dans tous les rapports annuels que Vivaquois fait et que Sibelga fait. À la fin de chaque page, vous avez les gens du conseil d'administration. Vous trouvez que, trouvez que le citoyen doit plutôt aller voir chez Sibelga, chez Vivaquois? Je parle de Transparentia et Cumuléo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas encore publié l'ensemble des rémunérations. On est en train d'y travailler et on l'a fait avec l'opposition. Donc, on est
Pour le moment, on a mis en place un groupe de travail avec Écolo et l'EMR, qui sont dans l'opposition à EVR, de façon à avoir un accord sur la façon dont il faut publier ça sur le site internet. Et on est en train de conclure cet accord qui sera approuvé par et qui sera approuvé par toutes les parties représentées. Donc avant l'été, ce sera fait. Oui. Jacques Brocchi veut poser une question, mais en fait sur notre thème qui suit, c'est sur le décumul. Le 30, quand il faudra voter sur le décumul au Parlement bruxellois, vous voterez, vous vous abstiendrez, vous allez voter contre, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, ma position est très claire, comme la position de mon parti. Mais il ne cumule pas déjà, donc c'est facile pour lui. Merci beaucoup. Il ne cumule plus. Non, je ne cumule pas. Je n'ai jamais cumulé non plus. Donc, j'ai toujours été très clair à ce niveau-là. Non, je pense qu'il ne faut pas vouloir laver plus blanc que blanc. Et je pense que si on a une fonction communale dans une commune je dirais, qui n'est pas une grande commune avec énormément d'habitants, il est important de pouvoir avoir des relais avec le pouvoir je dirais, régional, du gouvernement ou du Parlement régional ou du Parlement fédéral. Par contre, et c'est la position du MR, si vous êtes bourgmestre ou échevin d'une commune de plus de 50 000 habitants, nous considérons que c'est un job temps plein. Et à ce moment-là, nous sommes contre le cumul dans ces circonstances-là. Dans ce cas-là, vous allez voter contre à la condition qu'on accepte que nous mettions la barre à 50 000. Oui, mais si on décide que c'est le décumul total et intégrable... Vous êtes en train de demander quelque chose qui n'est pas sur la table. Alors vous voterez contre. Nous parce qu'Alain Destec s'est abstenu, lui, en commission. Mais en tout cas, je vous donne ma position. En ce qui concerne ma position est très claire. J'estime qu'il est important pour les bourgmestres échevins qui dirigent de plus petites entités de pouvoir avoir le relais facile avec des niveaux de responsabilité. C'est plus difficile pour eux et en plus, ils ont du temps. Ils peuvent donc cumuler. Quand vous devez gérer une commune de plus de 50 000 habitants, c'est un boulot temps plein. Alors, Ridouane Chahid, vous cumulez aujourd'hui et demain, vous ne cumulerez plus? Non, puisque la position de mon parti est très claire et que donc on a porté cette ordonnance avec Écolo, Défi, SPA et Groen en matière de décumul. Je ne vous cache pas que le cumul peut avoir un avantage. On l'a vu encore la semaine passée au Parlement bruxellois, on a discuté de l'ordonnance chantier. On voyait que un certain nombre d'élus locaux qui connaissaient les réalités locales avaient plus d'expertise en commission que d'autres. Alors, dorénavant... Et ça va changer, ça va changer votre vote, non, mais on est resté quand même très tard jusqu'au Parlement parce qu'on a dû modifier l'ordonnance présentée par Pascal Smet qui ne collait pas avec la réalité du terrain. Vous dites que si on fait le décumul intégral, le travail du Parlement ne sera pas bon, alors? Ça veut dire que si on fait le décumul intégral, ça va nous obliger dorénavant à travailler de manière plus collective avec les communes et de devoir à un moment donné avoir une collaboration plus étroite avec les pouvoirs locaux. François Hereup et Christophe Ginesty. On vous sent comme un petit peu poussé dans le dos, contraint et forcé de voter quelque chose que vous regrettez personnellement. Non, pas du tout. Alors je vous ai mal compris, mais c'est quand même le sentiment que vous... C'est ça que ça donnait comme impression. J'ai dit juste que le cumul, je ne vais pas nier le fait que je cumule aujourd'hui. Je ne vais pas nier aujourd'hui que le cumul est un avantage pour moi personnellement. Ça, vous regrettez ce texte sur le décumul intégral? Non, je ne regrette pas du tout, je le soutiens, je le voterai. J'ai dit 2 fois, quand j'ai été invité un midi par Jean-Jacques Deleu, que j'ai fait mon choix et que mon choix sera clair. Vous n'avez pas l'air follement enthousiaste quand même. Non, ça c'est ce que vous voulez que je dise, mais ce n'est vraiment pas... Non, enfin, vous trouvez que les deux solutions ont des avantages, mais vous préférez la solution décidée par le parti. Voilà, c'est tout. On peut le dire comme ça. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a une réalité aujourd'hui qui n'est pas celle d'il y a 20 ans et qui fait que le citoyen demande qu'il y ait une clarté par rapport au mandat et que l'homme ou la femme politique ait un seul mandat. Je pense que oui, ils ont raison. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pris vous le allez cas. le faire. Oui, tout à fait, je vais le faire. Christophe Ginesty. Oui, le problème des cumuls est un problème qui est très compliqué parce qu'on demande à ceux qui en bénéficient de l'abroger. Donc en fait, on demande à des gens qui en ont vécu depuis des années de se couper un bras, de se couper un morceau. Donc effectivement, c'est toujours très compliqué. Je crois que c'est l'argument que l'on entend toujours en disant c'est bien d'avoir des relais locaux, des relais nationaux, etc. C'est un faux argument. Il faut arrêter ce genre de choses parce qu'on peut très bien avoir des relais locaux, nationaux, à différents niveaux,
en allant travailler, en allant rencontrer, en allant s'intéresser, en allant faire ce genre de choses. Et effectivement, il faut entendre la voix des citoyens qui en ont assez de ces affaires, qui en ont assez des cumuls et qui veulent qu'il y ait de la clarté et de la transparence. Et c'est dommage que ce soit les citoyens qui depuis des années demandent ça et que ce ne soit pas les politiques eux-mêmes qui se soient saisis du dossier en disant c'est vrai que on va le faire parce que c'est... Ils s'en saisissent depuis 1 an maintenant, Pauline de Blum. L'argument du cumul qui serait voie de transmission entre les communes et la région, j'ai vraiment du mal avec cet argument parce que ça vient renforcer une idée qu'on dit déjà souvent que le Parlement bruxellois serait une sorte de conseil communal géant. Et donc ça veut dire quoi? Que si une commune a réussi à envoyer beaucoup de ses représentants à la région, elle va être mieux traitée que d'autres communes. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Il y a quand même des organes internes dans les partis où on doit relayer tout ce qui se passe sur le terrain. Et une fois qu'un député ne sera plus que député, qu'il ne cumulera plus, rien ne l'empêche dans sa commune d'aller sur place, d'aller couper même des rubans s'il le veut, d'aller prendre la température sur le terrain, d'aller voir ce qui ne va pas et de le rapporter ensuite à la région. Pour moi, ça c'est un truc qui tient pas du tout et qui est avancé notamment par les néerlandophones. Et ça c'est plus bizarre. J'ai l'impression que du côté néerlandophone, ce qui est plus à craindre, et ça on pourrait l'entendre, c'est que même si ce n'est pas leur représentation directe qui est affectée par les cumuls, parce que dans un premier temps il y aura le même nombre de mandats, il y a quand même déjà des gens qui disent « Ah, le cumul va coûter plus cher, donc on va peut-être aussi revoir le nombre de mandats. » À ce moment-là, oui, je comprends. À ce moment-là, je peux entendre cette crainte-là. Jacques Brocci. Une simple réflexion. Je crois quand même que nous tous, nous sommes bien conscients, nous travaillons, qu'il n'y a que 24 heures par jour. Alors le cumul, c'est très bien, à la condition de pouvoir l'exercer. Et je ne parle pas des aspects financiers. Je parle, moi, simplement, si le citoyen nous confie un mandat ou des mandats, on doit être capable de l'exercer ou de les exercer, d'être présent et d'y travailler. Donc, au-delà d'une certaine limite, c'est impossible. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais traduire en disant, et en prenant mon exemple, qui est l'exemple chez nous, où est maire des communes de plus de 50 000 habitants. Je pense qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas être partout et être efficace et connaître tous les dossiers. Et alors, non, vous avez une série de mandats, alors il y a ceux que vous exercez, puis il y a les autres où on vous voit de temps en temps. Ça, ce n'est pas acceptable. J'ai l'impression qu'on est dans une autre dimension, où c'est le candidat du MR qui défend le décumul intégral, et où le candidat du PS dit que quand même ça avait certains avantages le cumul. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a une expertise et je vais pas vous dire aujourd'hui que ce que j'ai fait pendant des années, j'aurais pas dû le faire. Hein. Donc à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. J'ai cumulé, ça m'a servi au Parlement bruxellois parce que j'ai amené une certaine expertise que d'autres n'ont pas. C'est une réalité. Après, sur la question des 50 000, 60 000, 40 000. Vous savez, pour moi, quand on est juin au bourgmestre, on a la même responsabilité que la commune, elle soit de 40 000 ou de 50 000. Moi, ma commune, elle fait à peine 40 000. Est-ce que ça veut dire que je suis moins... 40 000, hein. Non, mais je veux dire... non, est-ce que ça veut dire que je suis moins responsable que celle de Vincent de Wolf, qui est à 49 970, par exemple. Vous voyez un peu les 50 000, d'où viennent les 50 000. Mais donc, non, parce que les 50 000, c'est une règle en région wallonne déjà. Européenne. Donc, c'est une règle européenne. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a surtout une réalité. Et là où je suis d'accord, c'est que ça va nous obliger, nous, si on choisit, par exemple, dans mon cas, si je choisis le Parlement, ça va m'obliger à aller faire un travail auprès des communes, et pas seulement auprès de ma commune, auprès de toutes les communes, pour voir ce qu'il en est quand un projet d'ordonnance est déposé. Et ça va être le grand défi du prochain Parlement. Ce sera intéressant de voir si aussi à ce moment-là, on sera toujours pour les 19 communes ou pour moins de communes, parce que là, peut-être, ça fera changer d'avis aussi, peut-être, qui sait. Alors, je vous propose de parler de la précarité à Bruxelles. C'est quand même un sujet dont on pourrait parler aussi toutes les semaines. Le phénomène est connu. Cette semaine, la rédaction de BX1 s'est penchée sur un phénomène spécifique, c'est les femmes SDF. Et reportage assez touchant de Martin Collier et de Fred de Hainaut. Ils sont plus de 3000 dans les rues de Bruxelles, à la sortie des métros, près des grandes gares ou sur des bancs. Des SDF, parmi eux, une majorité d'hommes, près de 2500, mais aussi beaucoup de femmes. Aujourd'hui, elles sont plus de 860 à dormir dehors. Des femmes pour lesquelles le quotidien de la rue est encore un peu plus difficile.
C'est le cas de Léa. À 16 ans, elle décide de changer de prénom et d'apparence pour devenir une femme. Cela fait maintenant 1 an qu'elle vit en rue. Pour moi, les premiers temps n'étaient pas faciles, vraiment. Le manque de sécurité, ne pas avoir de protection, ne pas pouvoir demander sans crier automatiquement en se disant, voilà, si elle nous demande ça, est-ce que la personne va être suffisamment correcte, ne va pas nous faire des avances, est-ce qu'on ne va pas être agressé? On est beaucoup plus sujet au danger, j'estime, qu'un homme dans la rue. Des violences auxquelles Laurence a elle aussi été confrontée. À la sécurité s'ajoute un manque d'infrastructures pour les femmes. C'est pas évident pour les douches, pour s'habiller, pour se changer. Si une femme qui est à la rue doit par exemple aller aux toilettes, il faut à chaque fois qu'elle débourse 50 à 70 cents. Quand elle est indisposée, c'est pareil. Aujourd'hui, après 5 ans passés en rue, Laurence a pu enfin trouver un logement grâce au travail de Nadia. Le fait que ce soit une femme, c'est un peu plus facile. Maintenant, le fait qu'elle soit au CPAS ou qu'elle touche d'un organisme tel que le chômage ou la Vierge Noire ou la mutuelle, ça fait peur aux propriétaires. Pourquoi? Parce que voilà, ce ne sont pas des valeurs sûres. Une difficulté pour de nombreuses femmes SDF. En 2014, on comptait 1200 places en maison d'accueil, hébergement d'urgence ou accueil de nuit. 1200 places, dont 353 réservées aux femmes et 475 mixtes. Aujourd'hui, Laurence a enfin son chez elle, une sorte d'accomplissement pour elle. Je reprends confiance en moi parce que le temps que j'étais à la rue, j'ai perdu toute confiance, toute dignité, malgré que j'ai gardé toujours la tête haute. Je me suis toujours dit, il faut que je m'en sorte. Une vie, je peux pas rester à la rue. C'est pas une vie. La rue, une vie que Laurence a pu quitter, mais qui reste une réalité pour de très nombreuses femmes. Alors, Pauline de Glume, des SDF, on en voit beaucoup dans les rues de Bruxelles. Là, c'est les SDF femmes. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, peut-être, que c'est encore plus dur pour elles dans la rue. Oui, non, c'est important de mettre le focus là-dessus. Ce qui est pas mal avec... c'est bizarre de tourner comme ça, je veux dire ce qui est pas mal avec l'affaire du SAMU social, mais s'il y a quand même des bonnes choses qui, en dehors des mesures de gouvernance, on a aussi une ordonnance sans-abrisme qui arrive à Bruxelles et où... Qui va pérenniser vraiment beaucoup de projets, plus de réinsertion que d'accueil d'urgence. Parce que pour les femmes aussi, même être accueillies dans des trucs d'urgence où on dit c'est bed, broad, bad, vraiment, enfin, voilà, c'est l'urgence, on reçoit à manger, on peut se laver, on peut dormir. Mais là, dans les projets qui vont recevoir qui vont être agréés, qui auront des subsides sur 5 ans, il y a des initiatives comme Housing First, où on est vraiment dans la réinsertion par le logement. Et donc ça, c'est quelque chose... suite à toute la reconfiguration du secteur, suite au SAMU social, des choses qui ont pu être mises plus en avant et plus entendues maintenant. Un effet bénéfique, donc. À vérifier dans quelques années, mais c'est la direction que ça a l'air de prendre pour l'instant. Christophe Gilisti. Quelque chose qui m'a frappé dans votre reportage, c'est qu'en général, quand on voit des émissions sur des reportages sur des SDF masculins, on les voit face caméra, on voit leur visage. Et là, sur le reportage fait sur les femmes, les visages étaient masqués. Je pense que ça dit beaucoup de choses sur peut-être la honte de la société, honte vis-à-vis d'elle-même, pas honte vis-à-vis de ces femmes évidemment, et de la honte de ces femmes vis-à-vis d'elles-mêmes aussi. Je crois que là il y avait quelque chose, en tout cas moi, qui m'a sauté aux yeux en termes de communication et que j'ai trouvé intéressant à relever. Jacques Brocchi, vous êtes médecin, il y a des médecins, les médecins du monde par exemple, qui vont dans les rues, essayent d'aider les SDF. La situation n'a pas l'air de s'arranger quand on regarde ça avec un peu d'années de distance. C'est dramatique. C'est dramatique et c'est vrai que ces personnes sont face à une souffrance très large, que ce soit sur le plan santé, mais même sur le plan, je dirais, de la protection vis-à-vis du froid, tel qu'on l'a vécu cette année-ci, où il a fait particulièrement froid. Et bon, c'est un phénomène qui s'amplifie à Bruxelles. C'est un phénomène qui s'amplifie et je pense que nous pourrions y remédier si on changeait le système actuel. Le système actuel est basé sur
un peu le modèle français qui s'articule, vous en avez tout à l'heure, vous avez évoqué le SAMU social. Et ce n'est certainement pas la solution, on a vu ce que ça a donné, le SAMU social, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec la situation actuelle. Mais il n'empêche que quand même, on pourrait dire que ça ne fonctionne pas bien. Et il faudrait donc revoir entre autres la question de la coordination entre CPS, associations. Les personnes sans abri sont perdues devant une multitude de voies et sont perdues. Et finalement préfèrent rester dans la rue parce qu'on ne les aide pas, on ne les amène pas. Et je voudrais aussi terminer avec un chiffre qu'on m'a donné qui, moi, m'a vraiment stupéfié. J'ai découvert qu'il y avait à Bruxelles 43 000 ménages en attente d'un logement social et que la production de logements sociaux est de 111 par an. Alors je me pose la question, comment va-t-on résorber ça? Peut-être en changeant le gouvernement. Alors je me lance déjà dans la campagne électorale, évidemment. Oui, c'est un peu tôt, peut-être. Mais non, mais il n'est jamais trop tôt pour démarrer. 2019, Ou bien on est un sprinter, ou bien on est un coureur de fond, ou on est un sprinter. Ça dépend. François, vous voulez intervenir? J'entends le mot système, et donc quand Jacques Brocci dit c'est peut-être le système qu'il faut changer, ça veut dire quoi? Que c'est le système PS qui a... Entre autres, c'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Justement, je pose la question. Peut-être faire réagir Redon Chaïd par rapport à ça, parce que est-ce que vous avez entendu la même chose que moi, non? Non, moi je ne réagirai pas là-dessus. Je pense qu'attaquer le SAMU social, en tout cas on peut attaquer les anciens dirigeants, on peut attaquer la manière dont ils ont appliqué la gouvernance. Ils sont appliqués à eux-mêmes la gouvernance, ou qu'ils n'ont peut-être pas appliqué. Je suis d'accord. Attaquer les travailleurs du SAMU social, c'est un peu, je pense, déplacé, parce que je pense qu'ils font vraiment du bon travail, vraiment. Nous, on travaille avec eux sur Ever, et donc à chaque fois qu'on a des soucis, on les appelle, et ils sont là pour soutenir les personnes qui sont dans la rue et pour assurer le suivi, parce que c'est surtout ça qui est important. Je pense qu'effectivement, il faut avoir les yeux braqués maintenant sur cette ordonnance sans-abrisme. Il faut pouvoir mener une meilleure coordination. Je suis d'accord avec l'ensemble des CPS et des acteurs de terrain, parce qu'il n'y a pas que le CPS. Et puis je pense qu'effectivement, vous avez montré ici un reportage qui implique les femmes. Je pense qu'on a de plus en plus de jeunes aussi, qui sont dans la rue, parce qu'ils ont parfois des situations familiales qui fait qu'ils se retrouvent tout seuls, mal compris. Et donc je pense que c'est un phénomène, effectivement, qui commence à s'accroître à Bruxelles. Et on a, nous, une responsabilité pour apporter des solutions, que ce soit en matière de logements sociaux, que ce soit en matière de réinsertion socio-professionnelle, mais aussi de réapprendre la vie aussi, tout simplement. Pour les sortir de la rue. Pour les sortir de la rue, tout à fait. Aurore Pénon. Je voudrais juste, effectivement, je crois qu'il y a une responsabilité politique, mais il y a sûrement une responsabilité citoyenne aussi, et j'en prends une expérience que je suis en train de vivre en ce moment, où j'essaie de remettre en location un appartement dont je ne suis pas propriétaire et dont la majorité des personnes qui sont intéressées se retrouvent à bloquer par mon propriétaire qui n'a pas confiance en fait dans le fait que ces personnes étant soit sur la mutuelle, sur le CPAS, mais qui garantissent avoir les moyens, n'a pas confiance de tenter en fait. Et quand je discute avec ces gens, de plus en plus, ils ont, dès le moment qu'ils vont dire qu'ils sont au CPAS ou autre, la porte ferme en fait. Et donc je pense qu'effectivement il y a une responsabilité politique, mais c'est de se dire à un moment, voilà, peut-être qu'il y a un moyen ou des garanties assurées, mais... ça existe, hein. Ça existe, effectivement, mais c'est de se dire, voilà, peut-être en faire un peu plus quand même aussi. Christophe Ginisti, vous voulez réagir là-dessus? Oui, c'est un problème sociétal, c'est-à-dire c'est un problème de conscience. C'est pas un problème qui est dévolu au pouvoir politique, qui est réservé au pouvoir politique. C'est un problème de la société. Et c'est vrai que traiter ce type de sujet sous un prisme qui est soit partisan, soit politique, soit institutionnel ou autre, c'est le traiter de manière très très parcellaire. Parce que comme vient de le dire Aurore, c'est un problème qui engage tout le monde, et qui engage les consciences de tout le monde, et qui engage les consciences de chaque citoyen. Et ça va assez loin, puisqu'on parle d'immobilier, de logements sociaux, etc. Ça déborde assez de la problématique. C'est très bien. Je pense qu'effectivement, il faut travailler sur les logements sociaux et plus en construire. Mais en même temps, si vous ne redonnez pas une certaine dignité à des gens, si vous ne les replacez pas dans la société, je pense que le logement social, ça va peut-être un peu les aider, mais ça va pas. Je vous propose de passer à notre dernier sujet. On va tout de suite vous demander de réagir, Redon Chaïd, parce que vous avez
de ceux qui l'ont lancé. En fait, vous avez parlé de cette opération de police qui a eu lieu lundi avec la STIB, et vous l'avez dénoncé en disant qu'il y a vraiment un risque d'abus, et la plateforme citoyenne a dit la même chose que vous, en disant on fait de la chasse aux sans-papiers. Mais la STIB dit non, c'est pas vrai, on fait de la chasse à ceux qui sont sans titre de transport. Alors qui a eu raison? Parce que vous avez travaillé à la STIB, vous connaissez ça. Oui. Alors pourquoi est-ce que je l'ai dénoncé? Il faut savoir que les opérations FIPA, on les a mis en place en 2011. J'étais à l'époque vice-président de la STIB et nous les avions mis en collaboration avec Joël Milquet, qui, en 2 jours, a débloqué les moyens pour renforcer la sécurité dans les transports en commun. Ça, c'est la réalité des choses. C'était pour protéger et aider les contrôleurs. Voilà, c'était pour assurer la sécurité des contrôleurs et des usagers en même temps. Et donc, on a mis des moyens pour permettre aux zones de police d'engager plus d'agents de police sur nos réseaux, pas seulement dans le métro, mais aussi dans les bus et dans le tram. Ça, c'était 2011. J'étais vice-président de la STIB. Depuis maintenant, je dirais quelques années, on sait que l'Office des étrangers participe à ces opérations. On nous a dit, il y a 3 semaines, 1 mois, quand Écolo avait dénoncé les pratiques, on nous avait dit, mais non, c'est pas vrai, l'Office des étrangers n'est jamais présente sur le terrain. Bon, on les a crus. Et puis, j'ai été moi-même alerté par des policiers de ma zone, en fait, qui sont venus me dire, Monsieur Chahit, on vous a menti. L'Office des étrangers n'est effectivement pas sur le terrain, mais quand la police fédérale contrôle et qu'elle constate qu'une personne n'a pas sa carte d'identité, malgré que parfois elle a son titre de transport, elle est amenée au commissariat central où se trouve l'Office des étrangers. Et il est là mon problème. Il n'est pas qu'on assure la sécurité des usagers ou des contrôleurs. Bien au contraire, j'ai plaidé pour ça pendant des années. Ce qui me pose problème, c'est la présence de l'Office des étrangers sur le terrain. Jacques Brocchi, ça juste vous gêne aux 2 mots en aussi? disant que moi je n'ai pas été vice-président de la STIB, mais je suis un usager puisque je prends régulièrement le tram 92 qui s'arrête devant chez moi et qui me dépose au Parlement. Et je peux témoigner que si je paye toujours mon trajet, je constate un nombre incroyable de personnes qui montent dans le tram et qui ne pointent pas, qui ne payent pas. Donc moi je comprends en tout cas parfaitement une opération anti-fraude, une opération de contrôle, et c'est évident. D'un autre côté, là, M. Brocchi est en train de faire un amalgame complet. Non. Moi, je suis j'ai validé, pour être précis, contrairement à M. Brocchi, j'ai validé toutes les opérations de contrôle et de sécurité. Et je vais même aller plus loin, et c'est ce qu'une partie du Parlement m'a souvent reproché, c'est que j'ai été un de ceux qui a mis en place les portiques de sécurité dans les stations de métro, pour justement lutter contre la fraude. Alors venir me faire aujourd'hui ce genre de procès, c'est un peu déplacé. Ce que je dis, tout simplement, c'est que la place de l'Office des étrangers n'est pas à cet endroit-là. D'autant qu'on sait, et c'est là que j'ai piqué la colère le dimanche. Peut-être laisser Jacques Brocchi. Puis je termine. C'est là que j'ai piqué la colère le dimanche. C'est que pourquoi c'est des policiers de ma zone qui m'alertent? Parce que qu'est-ce qu'il y a sur ma zone? Il y a le tram 55 qui va sur le site de Aren. Le site financé par la région pour les migrants. Voilà. Et c'est là que j'ai piqué une colère, parce que je savais que ce n'était pas innocent, la présence étrangère, la présence de l'Office. Jacques Brocchi, juste brièvement ajouter que la présence de la police est nécessaire dans la mesure où il est rapporté, ça je crois que vous venez de le dire aussi, que il faut protéger les contrôleurs qui ont été agressés, qui font l'objet d'agressions, etc. Moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui peut se passer derrière que vous êtes en train de raconter. Mais en attendant, personnellement, moi, je suis pour les opérations contrôle et je suis aussi pour la protection des contrôleurs parce que ce n'est pas toujours un métier facile à effectuer. Pauline de Glume. Oui, moi, ce que je trouve, voilà, je sais pas, qui me questionne dans ce dossier, c'est qu'on a un fait qui est pas nouveau, mais alors je ne sais pas si c'est lié à la vague de solidarité vis-à-vis des migrants de Maximilien que le regard change là-dessus, tant au niveau politique, médiatique, mais les FIPA, c'est vraiment pas neuf. La police n'a jamais caché que l'Office des étrangers est sur place. J'ai retrouvé un premier article que j'ai fait moi-même il y a 4 ans, en mars 2014, sur une FIPA, et c'est écrit mais les opérations FIPA ne permettent pas uniquement de coincer les fraudeurs. Les personnes en séjour illégal sont aussi visées. Une permanence extra était d'ailleurs prévue par l'Office des étrangers afin d'assister adéquatement et rapidement les services de police. Et sur les 15 personnes arrêtées administrativement jeudi, on dénombre 13 sans papier.
Et il y avait une députée écologiste à l'époque qui parlait d'instrumentalisation de la STIB, qui disait sur l'espace public, on ne fait pas les contrôles qu'on veut, donc ils se servent de ça. Donc ça, c'était le... Et donc là maintenant, ouais. Mais donc c'est vrai, qu'est-ce qui... En 2014, ouais. avec un nouveau gouvernement fédéral. La date exacte, Pauline ? C'est il y a 4 ans. C'est la date exacte en 2014 ? Quel mois ? Mars, donc c'était avant. C'était avant, c'était beau. Mais donc, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qui a changé, M. Chéline ? Est-ce que c'est pas lié à ce climat où on est plus sensible quand même malgré tout, justement, où vous le dites, il y a le centre Ulysse, des gens qui se rendent là-bas. D'un côté, on paye pour les héberger, puis on va aller les coincer dans le tram. Je pense qu'effectivement, que le fait de mettre des contrôles d'offices étrangers sur cette ligne-là, c'est pas un hasard quand même. Je ne peux pas croire à ce hasard. S'il le faisait déjà avant, sans... Il y a apparemment des contrôles partout, et il y en a donc déjà, en tout cas, en 2014, qui visaient déjà mais ça ne suscitait pas illégaux. beaucoup d'indignation. Je vous propose de passer à nos coups de cœur. Et on va commencer par François et un livre, un polar. Voilà, c'est du polar, ça s'appelle Ring Est, c'est un premier roman, il est signé Isabelle Corlier, c'est une namuroise d'origine mais bruxelloise d'adoption, et vous allez aimer puisque l'un des personnages de ce polar, c'est Bruxelles, figurez-vous. J'aime déjà. Voilà. Donc oui, ça se passe, alors le meurtre se déroule sur le Ring Est, comme le titre l'indique. On est dans les 13 tournants là, qui mènent à Uccle, vous connaissez sûrement Jacques Brocci, cette route qui serpente à travers la forêt de Soigne et qui arrive dans le haut de la commune de Uccle. Il y a un crime, il y a un juge d'instruction qui est impliqué. Bon, c'est aussi sur le milieu de la justice. Il y a énormément de casse-vitesse d'ailleurs. C'est vrai, il y a très peu de réseaux GSM d'ailleurs. Enfin, à l'époque, en tout cas, ça fait longtemps qu'ils sont plus allés. Mais voilà, donc on est dans le milieu de la justice bruxellois. On est... Non, ça c'est pas trop abordé. Mais c'est haletant, c'est un bon polar. C'est très bon, c'est un très bon polar, c'est un très bon premier roman, c'est une auteure à suivre. Et vous aussi, vous voulez parler de livres, Aurore Pénois, de chemin de fer. Je me suis dit que, pas très loin de chez nous, il y a un énorme débat sur la SNCF. Alors, petite famille de la SNCB. Un petit ouvrage qui raconte un peu l'histoire, c'est le côté culture du week-end, si vous voulez en apprendre un petit peu. Il y a des photos assez sympas, donc voilà, il faut être passionné des trains quand même. Oui, alors Christophe Ginissi, lui, il est passionné de Star Wars. C'est pas oui, c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. Et en fait, cette expo Star Wars qui aura lieu à Bruxelles au début du mois d'avril pendant 2 jours, j'y ai pensé, figurez-vous, parce que j'ai entendu toute la semaine des histoires de F-16, et je me suis dit que là, il y avait des vaisseaux qui avaient fait leurs preuves, pendant très longtemps, et que finalement, ça pouvait éventuellement inspirer quelques-uns de nos politiques en allant à cette expo. Maintenant, reste à savoir qui est Dark Vador et qui est Maître Yoda. On verra bien. Et vous, Pauline de Glume, un livre aussi, Expo 58 de Jonathan Coe. Pourquoi ? Je ne l'ai pas lu récemment, je l'ai lu il y a quelques années, mais c'est l'Atomium et l'Expo universelle de manière générale fêtent leurs 60 ans cette année. Et moi, c'était au travers de ce roman-là que j'ai complètement découvert tout ce qui s'était passé à Bruxelles cette année-là, tout le bouillonnement que ça avait été. Et autant l'intrigue de ce livre, c'est pas incroyable, mais par contre toutes les descriptions de toute l'ambiance comme ça sur le plateau du Heysel, on y est, et c'est une chouette plongée dans le passé de Bruxelles. Merci à tous d'être venus, bon retour à Evere et à Uccle pour ceux qui en viennent, et on se retrouve le week-end prochain pour d'autres experts et lundi pour l'interview. Au revoir. Merci beaucoup.